Bonjour à tous, je suis super content d'être parmi vous. Je vais laisser les dernières personnes s'installer au fond de la salle. Et tenez-vous prêts parce que je vais vous présenter une première photo. Ok, donc première photo. C'est une photo d'hélicoptère. Sur cet hélicoptère, combien d'hélices vous pouvez apercevoir? 10, 20, 30, 40, 50? À vous de me dire. 32, il y a exactement 32 hélices sur cet hélicoptère. Je vous le garantis. Je suis d'accord, c'est pas forcément très visible sur cette photo qui est un peu vieille. Je vous montre une deuxième photo maintenant. Celle d'un drone, beaucoup plus récent, un drone probablement fantôme. Combien d'hélices on peut apercevoir sur ce drone? 4 hélices. Je remonte les deux photos, les unes à côté des autres. En haut à gauche, le gyroplane de Louis-Charles Breguet en 1907. En bas à droite, un drone fantôme probablement des années 2020. Et ces deux hélicoptères et drones, je suis d'accord, ils ne font pas exactement la même chose. Un drone ne va pas transporter des gens. En revanche, les deux volent. En ce sens, ils sont comparables. Et on peut noter des points de comparaison. Les deux volent, certes. En attendant, les designs sont très différents. En haut à gauche, on a 32 hélices. Ce que faisait Louis-Charles Breguet, lui, c'est qu'il ajoutait des hélices au fur et à mesure pour stabiliser son engin. 10, 15, 20, 32. On atteint une usine à gaz, impossible à maintenir. En bas à droite, on a un drone à 4 hélices qui est certes beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré, mais qui vole beaucoup mieux, qui est beaucoup plus stable. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que pour moi, dans les projets de MLOps, dans les projets de data, c'est exactement la même chose. Si on a une usine à gaz, c'est impossible à maintenir. Si on a un design beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pérenne. Et en attendant, je suis d'accord avec vous, faire simple, c'est compliqué. Alors avant de poursuivre, je vais d'abord me présenter. Parfois, je croise les bras quand je suis content, Tristan l'a dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, je suis Machine Learning Engineer chez Octo. Ça fait donc quelques années que je serpente dans l'univers tortueux de la data. Je fais donc souvent du Python et j'adore les calembours. Et sinon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de MLOps en phase de run, de toil et de simplicité. Alors, je vous montre une phrase qui peut-être, vous l'aurez peut-être prononcée ou du moins entendue. Moi, je l'ai entendue une bonne 50aine de fois. Le nombre de personnes dans mon équipe, il est proportionnel au nombre d'utilisateurs que j'ai. Ça vous parle? Moi, je l'ai entendu assez souvent. Pareil, si je vous montre une autre phrase, je n'ai pas le temps de développer, je dois relancer l'entraînement du modèle à la main et le déployer par SSH sur un serveur. Ça, je pense que je l'ai beaucoup entendu. On a parfois le nez dans le guidon et on prononce ce genre de phrase. Ok, alors, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est cette aventure, ce périple du MLOps. Comment est-ce qu'on en est arrivé jusque-là? Et ensuite, comment est-ce qu'on va arriver à atteindre un combat? Comment est-ce qu'on combat le toil? Et je reviendrai sur cette notion juste après. Ou alors, au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un pas de recul, un pas de côté, et passer par un chemin alternatif qui sera d'éviter d'affronter le toil? Le périple du MLOps. Alors, c'était une longue aventure. Il y a une dizaine d'années, on était sur Kaggle, sur datascience.net. On essayait d'optimiser des métriques de machine learning, des métriques mathématiques, des métriques scientifiques. J'aperçois des Kaggle Masters dans cette salle, donc on était là à optimiser quelques pouillèmes, quelques dixièmes après la virgule. Parfois on codait en Python, mais aussi en R et en MATLAB. C'était une période assez sombre de la data science. Et ensuite, on a voulu mettre ces modèles de machine learning dans les mains des utilisateurs. On s'est aperçu que ça fonctionnait très bien même. On a voulu donc tester que ça fonctionnait, on a voulu poser ça dans les mains des utilisateurs. Donc la problématique à ce moment-là, c'était d'industrialiser des choses. Tout un état de l'art est né autour de ça. Et on a vu que ça fonctionnait. Non sans mal, c'était compliqué à faire. Et désormais, je dirais que très souvent, on est dans une période plutôt de run. Et là, on a un nouveau challenge qui arrive. Ce nouveau challenge, quel est-il? C'est celui d'opérationnaliser des modèles de data science en production. Je vais vous parler de ça, mais d'abord, alignons-nous sur la notion de run. C'est quoi le run? Le run, pour moi, c'est au moins un utilisateur utilise le produit. C'est-à-dire que si on pose un produit dans les mains d'un utilisateur, s'il l'utilise, on commence cette phase de run. Ok? C'est une phase où on va développer des fonctionnalités tout en s'assurant que le reste fonctionne. Donc il y a deux choses. On doit maintenir l'existant et on doit développer de nouvelles choses. Finalement, si on reprend le parallèle avec l'hélicoptère, c'est un petit peu comme changer le moteur de l'hélicoptère en plein vol. C'est pas facile.
C'est parfois aussi une phase de ROI après une première phase d'investissement initial. Et on pourra noter d'autres caractéristiques comme le fait qu'il y a principalement deux types de run. C'est celui où on construit et donc on run, ou celui où on construit et on passe le bébé à notre équipe. OK? On est aligné sur cette notion de run? Alors, donc des nouveaux challenges en phase de run, et ça c'est une liste non exhaustive. Déjà, il faut s'assurer que le modèle il tourne dans le temps. On a très souvent des données qui changent. Si par exemple je vais prédire combien il y a de Vélib dans une station juste à côté, on va avoir besoin de la météo. Or la météo change, donc ça va impacter mon modèle. Donc il faut pouvoir agir là-dessus, agir sur la performance, mais il faut également pouvoir la monitorer bien sûr. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Il faut pouvoir réagir en cas d'incident. Si on prédit une recommandation YouTube un peu douteuse, c'est pas très grave. Par contre, si on prédit un cancer à quelqu'un alors qu'il n'en a pas, ou l'inverse, c'est beaucoup plus grave. C'est pareil, si on commence à acheter des dizaines de maisons à 1 million d'euros alors qu'elles en valent 100 000 euros, là ça commence à être un peu problématique. Et là, je parle du cas Zillow, mais en fait, il y en a beaucoup comme ça, des cas. Il faut s'assurer d'une certaine efficience opérationnelle. Si on commence à déployer 1000 serveurs d'un coup alors qu'on sert 10 utilisateurs dans leur coin, ça ne va pas servir à grand chose. Et c'est aussi pour ça que le courant FinOps fait son apparition, c'est que parfois on a vraiment besoin d'optimiser des coûts et on se retrouve à la fin du mois avec une facture du cloud provider qui est astronomique. Et je vous garantis que ça n'arrive pas que chez le voisin. Nous, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois chez Octo, on a eu un stage qui a coûté 100 000 euros. 100 000 euros de GPU qu'on avait oublié d'éteindre. Ouais, une seule GPU. Et il n'y a pas un zéro trop. 100 000 euros pour rien. Donc attention à ça. Et évidemment, quand on commence à développer un produit, 2 produits, 5 produits, 10 produits, on veut standardiser l'architecture. On veut standardiser les façons de faire, on veut standardiser les méthodologies, on veut standardiser la stack technique qu'on va utiliser. Donc forcément, ça demande énormément d'efforts. Et il y a bien un moment où on doit accoster avec l'IT existant. Alors ça, c'est une liste de challenges qui est non exhaustive. Et il y a bien un moment où vous vous dites « Waouh, ça fait beaucoup de choses ». Il y a peut-être un moment où vous allez être pétrifié par le toil. Le toil, aujourd'hui, que je personnifie avec Médusa, que vous connaissez probablement dans la mythologie grecque. Médusa qui est une des 3 gorgones qui vous pétrifie au premier regard et qui en plus a des cheveux en forme de serpent, donc ça tombe bien, on est dans le thème. En tout cas, cette personne-là, elle fait très peur et je vous garantis qu'on n'a pas envie de la voir en face. Alors, sortons notre Pokédex. C'est quoi le toil? Le toil, c'est une des 3 types de tâches que propose Google. Les SRE de Google, ils définissent 3 types de tâches dans une équipe de dev. La première, c'est le développement, tout ce qu'il y a de plus classique. On va développer des nouvelles fonctionnalités, on va refactorer du code, on va automatiser des choses. Donc ça, c'est la première type de tâche. La deuxième tâche, ce sera l'overhead. L'overhead, c'est plus tout ce qui est tâches administratives. Je vais poser une réunion, je vais poser mes congés, je vais parler à mon manager. Le troisième type de tâche, ce sera le toil. Et le toil, qui signifie labeur en français, ce sont ces tâches qui sont répétitives, qui sont manuelles, qui sont automatisables. En bref, ce sont des tâches qui ne changent pas la production, le système en production, mais néanmoins on en a besoin pour maintenir l'état du service. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de toil? Est-ce que c'est si grave que ça? Bah oui, en fait, le problème c'est que si on n'a que du toil, ça va causer un dégât humain. Si on fait que ça de sa journée, au bout d'un moment, c'est pénible. On ne va pas faire que ça de sa journée, faire tout le temps les mêmes choses, les répéter. Évidemment, dès lors qu'il y a un humain dans la boucle et qu'on doit faire 10 fois, 11 fois, 12 fois la même chose, parfois on se trompe. On va perdre de l'idempotence. Et puis, ça représente également un coût d'opportunité parce que tout ce qu'on passe à faire rien, finalement, à ne pas changer l'état du système, c'est du temps qu'on va perdre à ne pas développer des nouvelles fonctionnalités, développer des nouveaux produits. Et c'est pour ça que Google nous propose de ne pas dépasser 50% de son temps sur du toil, parce que après ça, on commence à être paralysé. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit passer 0% du temps sur du toil, parce que finalement, ça permet d'apprendre aussi, de faire des choses à la main. Parfois c'est gratifiant de se dire « Ah, c'est bon, j'ai enfin développé mon modèle, je le pose comme ça sur mon serveur de prod ». Mais il ne faut pas passer son temps à faire que ça. Je vous propose un jeu pour fixer les idées. Toil ou pas toil?
C'est simple, on a vu 3 types de tâches. Il y a le toil, les tâches pénibles, répétitives, automatisables, manuelles, versus les tâches qui seront de l'overhead, donc les tâches administratives, et le développement. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous proposer des situations. Si c'est du toil, vous applaudissez. Si c'est pas du toil, vous n'applaudissez pas. OK? Je répète, toil, vous applaudissez, pas toil, vous n'applaudissez pas. Première situation. J'ai donné cet exemple en introduction. Déployer son modèle manuellement sur une VM via un tunnel SSH à chaque réentraînement. Merci, c'est effectivement du toil. Automatiser le réentraînement d'un modèle à chaque dépôt d'un nouveau fichier dans un blob storage, typiquement AWS S3. J'entends aucun applaudissement, c'est effectivement la bonne réponse. Merci, c'est du développement. Relancer à la main la pipeline de CI qui échoue de façon aléatoire sans qu'on sache pourquoi. J'ai entendu des applaudissements un peu moins soutenus que tout à l'heure, mais effectivement, c'est du toil. Il y a un mot-clé là-dedans, c'est à la main, aléatoire, sans qu'on sache pourquoi. Là, c'est vraiment tous les mots-clés. Bingo sur le toil. Discuter avec un utilisateur métier pour intégrer une nouvelle fonctionnalité incroyable. Non, c'est effectivement pas du toil. Alors, c'est à la limite de l'overhead et du développement, mais bref, c'est pas du toil. Et en tout cas, parler à votre métier, c'est super utile. Modifier les droits d'accès en lecture-écriture aux bases de données à la main, à chaque création de table avec DBT. Merci, c'était également du toil, et là, typiquement, ça se fait avec un post-hook sur DBT. Dernier exemple pour vous, relancer Microsoft Teams pour la 8e fois, bordel. C'est pas du toil, c'est de l'overhead, c'est administratif. Je suis d'accord, c'est chiant. Et c'est répétitif. Non, moi, c'est pas du toil. Merci, je pense que ça a permis de fixer les idées. Alors maintenant qu'on a du toil, il y a peut-être une recette pour le combattre. Déjà, posons-nous la question, est-ce que c'est normal d'avoir du toil? Oui, c'est normal, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Pourquoi? Parce que déjà, en MLOps, on a 3 dimensions interdépendantes à gérer. Le code, le modèle, les données. C'est super difficile à gérer. Si je change les données, ça peut impacter le modèle. Si je change le code, ça peut impacter le modèle et les données. C'est intrinsèquement lié, et donc c'est super difficile de gérer ça. C'est pour ça qu'il y a un état de l'art aussi complexe. On a dû, toutes ces dernières années, et même pendant la vie d'un produit, on doit discuter avec l'utilisateur métier, on doit discuter avec ses end-users, et finalement, tout ce temps qu'on passe à comprendre mieux la problématique métier, et à nous à mieux la cerner et à la traduire en spec fonctionnel, finalement, c'est tout un temps qu'on ne passera pas à automatiser des choses. Donc forcément aussi, on n'aura pas tout automatisé, et de ce fait-là, on aura du toil. Et enfin, dernière raison, tout simplement parce qu'un produit de machine learning s'inscrit dans un contexte qui évolue en permanence. Les utilisateurs évoluent, la problématique métier peut évoluer, et donc on n'a pas tout automatisé à ce stade-là. C'est normal. Là, je ne vous apprends rien en vous proposant cette frise qui représente finalement tout ce dont on a besoin pour faire un produit de machine learning. Alors, je suis d'accord avec vous, ça pourrait être plutôt cyclique plutôt que sous forme de frise, mais au moins ça aide à fixer les idées. Que ça soit en conception, en build ou en run, finalement, de quoi on a besoin dans un produit de machine learning? On a besoin de 2 choses. On a besoin de gens qui font l'IT et on a besoin de gens qui font du ML. Et c'est pour ça que c'est aussi galère. On a besoin en IT de PO, d'UX, de dev front, etc. Mais en ML, on a besoin de ML engineer, on a besoin de data scientist, on a besoin d'analytics engineer, etc., etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et donc, ça, je vous le donne en 1000. Si on commence à avoir un produit de machine learning avec plus d'utilisateurs, plus de fonctionnalités, si on fait rien, si on n'automatise rien, il y a bien un moment où on commence à avoir 20%, 50%, 100% de toil, et on finit à être complètement paralysé, et finalement, on n'arrive plus à délivrer quoi que ce soit chez nos métiers. Et c'est là où on se dit, OK, pause, je délivre plus rien pendant 6 mois, je fais du refacto, ou alors carrément je repars de la feuille blanche parce que là on n'arrive plus à maintenir quoi que ce soit. Alors c'est quoi l'arme? Comment est-ce qu'on a Medusa toute
toute décrépite sur la gauche. Finalement, c'est simple. On automatise. Alors tout d'abord, pour automatiser, on factualise. Ça peut être complètement au doigt mouillé, mais ça peut être vraiment, j'ai passé 20% de mon temps sur ce sprint-là à faire ça à la main, et donc prochain sprint, je vais l'automatiser. On priorise ces tâches qu'on aura notées, et on résout ce toil, on le résorbe. Et finalement, ce qu'on peut avoir, c'est une courbe dans le temps qui va évoluer, et si elle commence à diminuer ou si elle est constante alors qu'elle est déjà basse, là c'est bien. Par contre, si elle augmente de façon constante, là il faut vraiment se poser des questions. Mais c'est tout simple, il faut automatiser des choses. Ok? On a du toil, on automatise, c'est comme ça qu'on combat Medusa. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un pas de recul. On prend un pas de recul, j'ai du toil. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'éviter d'affronter Medusa? Tout le monde n'est pas percé. Je vais vous dresser 3 constats qui, pour moi, nous éclaireront un petit peu sur comment on peut éviter d'affronter le toil. Mon constat numéro 1, c'est déjà que les équipes data ont tendance à peu réutiliser l'existant. Et ça, c'est dû à un mandat très fort. Je vous donne un exemple qui est typique ces dernières semaines et ces derniers mois. On a besoin de faire un LLM pour faire un chatbot en IA générative. On doit montrer ça au COMEX dans une semaine. Voilà, je te donne 10 gars, vous faites ça, 10 gars, 10 filles. Au fait, je sais qu'on est sur AWS, mais je te file ma carte bleue pour qu'on fasse ça sur GCP, parce que bon, faut aller vite quand même, et la sécu IT, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Au fait, le COMEX, c'est pas dans une semaine, c'est demain. Tu peux bosser ce soir, s'il te plaît? Et là, on se rend compte qu'on a un mandat très fort et on va commencer à faire n'importe quoi. On va commencer à prendre des mauvaises habitudes, on va faire du code très rapide, sans test, pas propre du tout, pas clean, et en plus qui ne pourra jamais accoster avec l'IT existant. Et là, c'est dangereux. Constat numéro 2, et je recite à nouveau le papier de Sophia de ce matin, ce papier de Google, où finalement, le code de machine learning, il ne représente pas grand-chose dans un produit de machine learning. C'est que la petite partie en noir au milieu. Si on prend la contraposée, ça veut dire que tout le reste est déterministe. Donc il n'y a aucune raison de ne pas automatiser ce qui est déterministe. En 2024, on doit faire de l'infra as code, du Terraform pour popper ses serveurs, ça c'est normal. C'est pareil, mettre une batterie de test, mettre en place une CI/CD, évidemment qu'on doit faire ça. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, du moment qu'on a le temps pour le faire, évidemment. Mais tout ce qui est déterministe, on doit l'automatiser. On a en tout cas toutes les armes pour le faire. Et troisième constat, et là j'aimerais me pencher un petit peu plus sur ce sujet-là, c'est que très souvent on fait des choix qui ne sont pas idéaux. Très souvent on fait du surdesign, du sous-design ou du mauvais design. Très souvent du surdesign et du mauvais design d'ailleurs. Et ça pose des problèmes. Alors j'aimerais vous présenter un cadran des choix, librement inspiré du blog de Martin Fowler. Il y a conscient, inconscient, téméraire, prudent. On croise les deux, ça fait 4 cases, c'est parfait. Les choix téméraires et conscients qu'on fait, c'est typiquement ceux-là. Ceux typiquement liés à la data, on a un mandat très fort, on doit aller très vite. Alors c'est pas grave, on va prendre des raccourcis, on va faire ça à la va-vite sur quelque chose qui ne pourra jamais accoster dans notre IT existant. Les tests unitaires, on s'en fout. On fait ça sur un notebook, on déploie vite en prod et on met ça dans les mains des utilisateurs. Ces choix-là, ils sont téméraires et inconscients, et en ce sens, ils sont super difficiles, parce qu'on ne va jamais réussir à brancher ça dans l'IT existant après. Les choix inconscients et téméraires, pour moi, ils sont plutôt le synonyme d'une équipe qui n'a pas encore assez de recul. Ça va être typiquement, je connais que Spark, donc je vais mettre ça, alors que j'ai que des centaines de mégas de données, alors que je pourrais utiliser Pandas. Et donc là, ce ne sera pas du tout optimal. Ça peut être, je vais prendre le dernier modèle de la mort sur Hugging Face, avec 1 milliard de couches, alors que je pourrais très bien prendre une règle métier. Ou encore, ça peut être, je vais tout designer en microservices avec des fonctions as a service, avec des lambdas sur AWS, alors que personne ne sait faire ça, et que j'ai finalement que 2 utilisateurs, et c'était un prétexte pour scaler très vite. Donc ces choix-là, ils sont bien sûr inconscients, parce que c'est un manque de recul, mais ils sont téméraires, et en ce sens, ils sont dangereux. Je mets 3 médusas sur l'échelle du toil, vous l'aurez remarqué, c'était une échelle. Les choix prudents et inconscients, ils sont plutôt le synonyme d'une équipe qui va prendre du recul au fur et à mesure. Typiquement, c'est ah oui, je sais, on a fait un ETL, on s'est rendu compte finalement que c'était pas optimal,
Aujourd'hui, en 2024, on va plutôt faire un ELT, coucou DBT. Et ok, je suis d'accord, c'était pas optimal, on s'en est rendu compte, mais par contre, on va aussi le documenter. Et là, comme ça, on fait partager toutes nos avancées à une équipe, à une organisation. On n'a pas parcouru du chemin et c'est bien. Et là, on prend du recul et c'est déjà beaucoup mieux parce qu'on fait progresser tout le monde à la fois. 2 Medusa sur l'échelle du toil. Et enfin, les choix conscients et prudents, et je pense que ce sont les meilleurs, ceux qui provoquent le moins de toil, et là, on n'a qu'une seule Medusa. Ce sont les choix où on va assumer. Ça, c'est plutôt l'apanage des équipes qui ont de l'expérience. C'est, demain, j'ai la démo, je suis d'accord, je dois envoyer mes prédictions à mon métier. Exceptionnellement, le serveur de mail, il est pété. Je vais envoyer ça sur Teams rapidement. Mais dès demain, on s'y attelle, je le note, et on va corriger ça, je vous le promets. Ça, c'est bien parce qu'on sait ce qu'on fait, on l'assume, et au moins, on va créer moins de toil dans le temps parce qu'on va essayer de le résorber au plus vite. Alors, je pense qu'on peut se dire de conscientiser nos choix pour nous ramener vers des choix conscients et prudents, ce sont les meilleurs. Prenons le temps de concevoir, même en phase de run, on a vu qu'en run, il y avait aussi du build, donc du développement et aussi de la conception. Continuons à le faire parce que justement, on doit développer des nouvelles fonctionnalités tout en maintenant l'existant. Et c'est super important parfois de se poser, de prendre du recul, de dessiner des petites boîtes sur des schémas. Et je pense que c'est mieux pour le long run. Supprimons du code, ça demande beaucoup de courage. J'aime beaucoup cette définition de la simplicité qui est réduite à l'essentiel, sans surcharge ni ornement inutile. Je la trouve magnifique. Fut un temps où les développeurs étaient payés au nombre de lignes de code qu'ils écrivaient. Je pense que c'était une énorme bêtise. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait penser à supprimer du code, supprimer des choses, supprimer des fonctionnalités, avoir le courage de décommissionner ce service qui a coûté 1 million d'euros mais qui ne sert à rien. Je pense que ça demande beaucoup de courage. C'est pas parce que ça coûte cher que c'est bien. Coucou Balenciaga. Et enregistrons nos décisions pour ne pas oublier le passé. Je le disais tout à l'heure, ça nous permet de prendre du recul. Parfois, les décisions qu'on a écartées, qu'on a pesé le pour et le contre, de rejeter une techno par rapport à une autre, par exemple, peut-être que dans le temps, c'est bien de les avoir. Déjà parce que les hypothèses changent, on est dans un monde qui est mouvant, et ça peut même servir aux autres équipes. Donc, enregistrons nos décisions pour ne pas oublier le passé, et ça sert aussi à revenir plus facilement en arrière, et à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et enfin, alors problématique classique en data science, vous l'avez vu passer sur LinkedIn 10 000 fois, Pandas est mort, Scikit-learn est mort, et ben, je pense que c'est pas demain la veille déjà. Et en plus, oui, ne sautons pas sur le dernier outil à la mode, le dernier framework à la mode. Peut-être qu'un jour, effectivement, Polars détrônera Pandas, et je pense que c'est une super lib, pour le coup, celle-ci. Mais combien de fois on a vu des librairies à 50 étoiles sur GitHub qui sont intégrées dans nos processus et on a dû les supprimer à la va-vite parce que finalement, elles étaient plus maintenues. Donc faisons attention à ça, ne sautons pas sur le dernier outil à la mode. Le MLOps, c'est une discipline qui évolue tous les jours, et l'état de l'art est pas prêt de s'arrêter. Alors, amenons-nous vers des choix conscients et prudents. Je pense que ce sont les meilleurs, ceux qui apportent le moins de toil. Quelques takeaways pour vous, j'en ai 2. Le premier, c'est la phase de run n'est pas une fin en soi. On l'a vu, en phase de run, c'est cyclique. On a encore de la conception, on a encore du développement. Ça veut dire qu'on a encore l'existant à maintenir, mais tout en développant des nouvelles fonctionnalités. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Et on l'a dit, c'est comme finalement changer le moteur de l'hélicoptère en plein vol. Donc ça fait vraiment beaucoup de difficultés. La phase de run n'est pas une fin en soi. Et enfin, simplifions nos produits de ML. Parfois on fait fausse route, parfois on arrive dans un cul-de-sac, et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut pouvoir rebrousser chemin. Ou encore même repartir de la page blanche, comme le disait Eric ce matin. Parce que quand on part de la page blanche, alors certes on fait table rase de certaines choses, mais on ne fait pas table rase du passé. Au contraire, on a l'expérience, on a la connaissance, et on va bâtir sur un terreau fertile. Alors Louis-Charles Breguet, lui, il a fait fausse route en ajoutant des hélices, en les empilant jusqu'à atteindre 32 hélices. Cependant, il a inspiré beaucoup de gens après lui. Et ensuite, on s'est inspiré de la nature.
La nature, elle est optimisée après des centaines de milliers d'années d'évolution. Et en l'occurrence, faire du biomimétisme ici, c'était s'inspirer des libellules, s'inspirer des colibris et de leur vol stationnaire, jusqu'à atteindre un drone à 4 hélices. Alors oui, simplifions, parce que la simplicité, elle est belle, elle est noble, elle est sans futilité, sans ornement inutile, sans gras, sans surcharge, sans fioriture. Je pense que la loi d'Iroum proposée par Tristan est très vertueuse d'ailleurs, donc peut-être qu'on devrait s'y mettre. Et je ne dis pas que faire simple, c'est facile, au contraire, je pense que c'est super compliqué, ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. C'est super difficile. Et en ce sens, j'aurais voulu citer peut-être Blaise Pascal ou Antoine de Saint-Exupéry. Au lieu de ça, ce sera Auguste Renoir. Ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver. Merci de m'avoir écouté.